Nous sommes très heureux de vous avoir réunis ce soir et de vous constater tous au rendez-vous. Nous avons ici des clients, des collaborateurs qui sont aussi pour certains d'entre eux des porteurs de projets, d'autres porteurs de projets que Mathieu Claveau qui va nous présenter son projet autour de la route du Rhum ce soir. Nous avions très à cœur de pouvoir partager avec vous la façon dont Fortil s'attache à faire vivre des projets personnels de collaborateurs dans le cadre professionnel. Donc à la fois comment on peut monter des projets de cette envergure ou d'autres envergures aussi, et on vous donnera à la fin une ouverture sur d'autres projets qui existent et qui sont animés chez nous, mais aussi comment ces projets qui partent au départ d'un porteur de projet peuvent être utiles à tout un écosystème. Ce soir, donc, la soirée va s'articuler principalement autour d'un projet phare qui nous a beaucoup animés en 2022 et qui est très emblématique dans la façon justement dont il a été structuré, qui consiste à, pour Mathieu Claveau, ici présent, participer à la route du Rhum, un rêve d'enfant dont il vous parlera longuement. Cette soirée vous est proposée sous un format de table ronde avec les participants ici qui se présenteront juste après, et également un certain nombre d'invités surprises qui sont dans la salle ou à distance et qui auront différentes prises de parole. Pour commencer donc cette soirée, je vais proposer à chacun ici de se présenter. Mathieu, toi, la parole en premier. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, ça fait 12 ans que je fais de la course au large et depuis que j'ai rejoint Fortil, je gère une équipe, j'ai monté une équipe et je gère une équipe de 20 personnes sur l'aéronautique. Et je reviens de la route du Rhum qui a eu lieu là en novembre, donc une transat de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Et j'ai hâte de pouvoir vous partager cette aventure et comment on l'a menée à bien. Merci. Nous avons également Lionel Carels. Merci Sandra. Bonsoir à tous. Et pour ceux que je ne connaîtrais pas, donc Lionel Carels, j'ai le plaisir et l'honneur de co-diriger les activités de Fortil sur le sud-est de la France. Peut-être un rapide mot sur Fortil pour que les gens puissent, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous connaître un peu mieux. Donc on est un cabinet de conseil en ingénierie. Notre force, c'est nos hommes, nos techniciens, nos ingénieurs, nos doctorants. Et après, on est là pour apporter de la performance à nos clients, sous toutes les formes possibles et imaginables. Et notre atypicité, notre indépendance fait qu'on est très très créatif et qu'on peut imaginer beaucoup de formats d'accompagnement auprès de ces entreprises. Merci Lionel. Nous avons également Sabrina Fuselier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Sabrina Fuselier, donc je suis directrice déléguée du fonds de dotation Plantons pour l'avenir. Merci beaucoup à Fortil pour votre invitation et pour votre engagement, parce que c'est vrai que de par votre mécénat, vous contribuez au reboisement des forêts françaises. Et donc ça, c'est un des axes sur lequel nous travaillons au niveau du fonds de dotation. Donc on a été créé en 2014 par les coopératives forestières. Et donc c'était pour reboiser. C'était très entouré par des mécènes justement qui voulaient accompagner ce reboisement. Des mécènes plutôt de la filière, plus proches de la filière, plus ou moins. Et puis très vite, on a été rejoint par d'autres mécènes qui voulaient s'impliquer dans ce reboisement par rapport justement à tout ce que cela procure sur la lutte contre le changement climatique. Donc on a 3 axes, on a planté, je vous l'ai expliqué, avec des forêts plus résistantes au changement climatique, sensibiliser, donc là c'est vraiment le travail que nous avons conduit avec Mathieu, et puis on a évidemment aussi beaucoup d'autres actions, mais celle-ci est aussi très forte. Donc sensibiliser le grand public très largement à tous les enjeux liés à la forêt, que ce soit environnementaux, les enjeux environnementaux, sociaux et aussi économiques, parce que derrière tout ça, il y a des entreprises, il y a des professionnels, donc il y a des emplois, donc il y a aussi tout ça qu'il faut faire intégrer, et aussi des projets de recherche et d'innovation qu'on soutient pour avoir justement des techniques plus adaptées à toutes ces évolutions liées au climat, et puis aussi des essences plus adaptées. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et puis Laurent Moignet. Bonsoir, je dirige et développe Market In, une agence créée en 2004. Nous accompagnons les entreprises de toute taille, les clubs et les associations dans leur développement et leur croissance. Nous avons une spécialité dans les projets à vocation innovante et à dimension RSE marquée. Et pour cela, nous collaborons avec l'ensemble des entités Fortil que nous avons rejoints il y a 2 ans maintenant.
Nous aurons également un témoignage de Lucie Cocampo de l'Ifremer, qui est une des partenaires de Mathieu et qui ne pouvait pas être là ce soir. Pour ma part, Sandra Brun, je m'occupe chez Fortil depuis maintenant 3 ans de programmes d'intrapreneuriat. Donc nous accompagnons les ingénieurs dans leur logique justement d'entrepreneuriat parce que ça s'apprend aussi. Et donc je fais partie des personnes qui conduisent ces initiatives. Pour démarrer cette soirée, je vais proposer à Olivier Rémini de nous rejoindre. Donc, Olivier est le fondateur et le président de Fortil. L'escalier est de ce côté. Olivier, tu as fondé Fortil il y a maintenant presque 15 ans, avec, dès le départ, l'intention d'en faire plus qu'une entreprise. Tout à fait, donc merci d'être venu ce soir. Je suis très content. Et pour l'organisation, là, il y a autour de la table, il y a des gens que je connais très bien. Je vais me tourner plutôt vers vous. Donc Fortil, au départ, pour faire rapide, c'est une société qui venait d'une idée, en fait. Moi, je suis originaire de Toulon, ma femme s'appelle Fatima, et donc Fortil, c'était Fatima Olivier Rémini de Toulon Ingénierie, parce qu'au départ, c'était une intention qui me dépassait un peu, et je me suis dit comment on fait pour créer son propre emploi à Toulon sans faire de la défense. Et quand on est ingénieur et qu'on a envie de mettre un peu ce que j'appelle, même fortement, c'est notre génie de conception, parce qu'on fait beaucoup d'études pour faire des choses, et du coup, comment on le met à profit de notre environnement. Et donc, moi, j'étais passionné de cette ville de Toulon, et je me suis dit, tiens, comment je peux faire, moi, en ingénierie électronique, et je vois qu'il y a même un collègue de promo avec moi, qui s'est mis aussi dans sa région, pour mettre toute ma capacité de conception dans ma région. Donc ça, c'est parti de là. Déjà dans la création d'emplois, puisque j'avais une expérience dans la création d'emplois sur l'ingénieur, donc pour gagner des projets, donc j'ai fait ça. Et petit à petit, au départ, j'avais 29 ans. L'entreprise faisait plus de 100 personnes au bout de 2 ans. J'avais plein de projets industriels qui marchaient bien. Moi, mon père était prof de productique, donc je suis né dans l'électronique, mais je suis aussi passionné de mécanique, du coup, de par mon père. Et du coup, je me suis dit, tiens, plutôt que de faire que des ressources, que des projets, pourquoi on ne va pas plus loin, on ne peut pas changer vraiment la vie des gens. Donc on s'est mis à faire des produits. On a fait, simplement, quand vous êtes dans votre vie, vous êtes à Porquerolles, vous voyez de partout de l'essence dans l'eau, vous vous dites mais qu'est-ce que je peux faire en fait pour changer ça? Et on a fait les premiers moteurs électriques en fait à recharge panneau photovoltaïque qui n'existaient pas. On a déposé un brevet, on a eu tous les prix qui allaient avec, et je me suis dit peut-être qu'à 35 ans, 37 ans, maintenant si on arrêtait de s'empêcher de rêver et si on mettait un peu ce génie de conception pour aller beaucoup plus loin et suivre surtout nos grands frères, parce que pour moi, on parlait d'Airbus tout à l'heure, ou Airbus Hélicoptère, c'était en fait comme un mirage. C'était un gros groupe qui avait toujours été gros groupe. Mais en fait, en écoutant des gens qui étaient à la base de ces projets-là, j'ai trouvé magnifique d'écouter ces historiques-là sur Technip, par exemple, quand je suis allé en Normandie. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un bureau d'études, c'est des techniciens qui se sont dit on va créer une histoire autour de l'énergie. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait aujourd'hui ces histoires-là qui fonctionnent, et des gens qui ont voulu faire rêver des hélicoptères, des gens qui ont voulu sauver leur pays, clairement. Nous, à Toulon, on a par exemple les tubes lance-missiles. On a un ingénieur un peu fou qui, quand il a entendu le discours du général de Gaulle, a passé la nuit à dessiner les tubes lance-missiles. Et je me suis dit, c'est quoi, en fait, qui fait que ces gens-là, ils passent du rêve à la réalité? Et en fait, je me suis dit, c'est l'indépendance. Parce que ces entreprises-là, au départ, elles sont indépendantes, et indépendantes notamment du système financier. Donc je me suis dit, il faut que la gouvernance soit faite par celui qui conçoit. Et donc l'idée de Fortil, c'est ça, c'est de se dire comment on remet au centre de gouvernance celui qui fait la corrélation entre je vois quelque chose, ça me dérange, il y a un problème environnemental, et qu'est-ce que moi je peux en faire? Est-ce que je suis obligé de convaincre mon chef, mon surchef? Est-ce que je suis obligé d'aller convaincre des financiers? Est-ce que je suis obligé d'aller spéculer sur un modèle économique? Alors que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est changer le quotidien sur ce qui m'intéresse. Et Fortil, cette base de 100 ingénieurs, quand je me suis levé un matin, je me suis dit, oui, non, j'ai pas fait des usines entières, j'ai que 30 ans. Mais je me suis dit, je suis sûr que si on est plusieurs, si il y a des Mathieu Claveau, d'autres ingénieurs petits, on était déjà une centaine, j'ai senti dans ces gens-là que si on est ensemble, qu'on reste indépendant,
et qu'on s'élève au-delà de notre matériel ou de notre bénéfice ou du pouvoir qu'on peut avoir dans l'entreprise, mais vraiment au fond de notre cœur, ben tiens, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble? Et ben du coup, on peut aller très loin. Donc Mathieu, c'est un super exemple, mais c'est qu'un exemple. Après, bien sûr, tout le monde a envie de rêver, tout le monde a envie de créer son propre produit, tout le monde a sa problématique qui peut être personnelle ou générale, mais ce qui est très important, c'est de se dire, déjà, restons indépendants parce qu'au moins, on aura les moyens. Et ma conviction aujourd'hui, et je pense qu'on le prouve en grande partie, c'est qu'on est un groupe indépendant. On a 30% des salariés qui sont associés, on a 0 associé extérieur et surtout on a 100 millions d'euros de fonds propres. Donc au-delà de ça, on a vraiment, de par la performance, une capacité à aller beaucoup plus loin dans ce qu'on crée. Là, je finirai là-dessus parce que la vision finale est de se dire, je suis convaincu qu'on peut avoir, et je le vois sur d'autres sociétés, Pierre Fabre, Arémont, il y en a beaucoup comme ça, de se dire on peut avoir vraiment un objectif de changer la vie pour l'ensemble des citoyens du monde de par notre conception. Donc aujourd'hui, on a fait des usines de vaccins, notamment pour les concepts ARN, et on l'a vu, ça peut aller très vite. Donc ça, c'est un des sujets majeurs. Et ce qui m'a beaucoup plu chez Mathieu, c'est pas simplement la voile, parce que nous, sponsoriser un projet personnel, c'était pas le projet. C'est que derrière ce projet, c'était la filière bois, et comment derrière, même en aéronautique, on peut avoir un impact sur l'environnement pour remettre du bois. Et ça, c'est ce qui m'a plu. Voilà. Je vous remercie. Merci Olivier. Lionel, Mathieu, cette soirée était votre idée. Donc expliquez-nous ce que vous avez souhaité témoigner ce soir. Quand on est revenu de la route du Rhum, on s'est dit on a quand même vécu quelque chose qui est tout simplement extraordinaire. Et comme, de par la culture d'Olivier Rémini, la société a toujours une culture de transmission très forte, on s'est dit mais comment rendre possible ce projet un peu unique, mais au plus de gens possible. Et c'était le but de cette soirée, c'était partager avec vous les tips de comment on peut faire et comment chacun peut essayer de monter des projets à sa hauteur et à son ambition. Comment aussi, au travers de l'impact d'une seule personne, on arrive à faire rayonner et donner un projet qui a un sens beaucoup plus large de par les messages qui sont portés et de par l'adhésion qu'on arrive à créer et que Mathieu a réussi à créer autour de ça. Et enfin, pour les chefs d'entreprise qui sont ici présents, pour les responsables de service aussi, les chefs d'équipe, si on veut accompagner un collaborateur comme ça, comment on peut aussi le rendre viable d'un point de vue économique, financier, contractuel. C'est aussi notre réalité d'entreprise et c'était important d'en parler. Mathieu ? Et pour ma part, ce qui me tenait à cœur, c'est de montrer qu'on pouvait coupler passion et vie professionnelle. Et quelque part, avec ce projet qui est un projet de traversée de l'Atlantique, c'était de oser croire en ses rêves. Et Olivier l'a très bien dit tout à l'heure, c'est oser y croire et allez-y, quoi. Et je pense qu'on peut rajouter une chose importante, c'est que sur le marché du travail de l'ingénierie, vous êtes tous très bien placés pour savoir que la concurrence est rude, que le marché est extrêmement tendu. Donc il est fondamental d'arriver à se distinguer par la culture d'entreprise et par la façon dont Fortil entend donner la possibilité à celles et ceux qui le rejoignent de pouvoir mener leur carrière personnelle et professionnelle en tenant compte de ce en quoi ils croient. Et c'est important d'avoir des exemples précis, réels, humains, incarnés, à l'image de Mathieu Claveau, mais on verra au fil de la soirée, comme le disait Olivier Rémini, qu'il n'est pas le seul. Donc il y avait aussi un enjeu extrêmement important à démontrer que ce n'est pas simplement un discours, mais une réalité que nous allons partager avec grand plaisir avec vous ce soir. Merci, Laurent. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse s'approprier tous ensemble ce projet et comprendre en fait quelle a été son envergure. Alors Mathieu, tu as fait une vidéo pendant que tu étais sur le bateau et au moment du départ. Donc je te propose qu'on la regarde et tu vas pouvoir nous la commenter et nous raconter cette aventure. Alors Mathieu, qu'est-ce que ça te fait d'être dans le SAS? C'est un peu stressant. Les clés se ferment.
rire de l'autre côté. Moi j'ai rejoint Fortil et je me souviens, c'était après la Transat Jacques Vabre 2019. 2 jours plus tard, j'ai envoyé un message LinkedIn à Olivier. Ça a vraiment été une rencontre qui m'a vraiment marqué et qui m'avait dit ce jour-là que tu verras chez Fortil, tu auras plusieurs vies. Et c'est vrai, c'est clairement vrai, il y en a beaucoup. Je voulais juste dire un petit mot, surtout pour vous remercier, vous, l'ensemble des clients. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes aussi dans le projet. On sent quelque chose chez vous dans tout ce que vous faites. Merci à tous pour ces petits mots qui font chaud au cœur. Ça y est, on est parti, tout le claque. C'était déjà impressionnant de savoir que tu le faisais et c'est toujours impressionnant de te voir dedans. Explique-nous, Mathieu, quelles sont les particularités de la Route du Rhum. La Route du Rhum, c'est vraiment une course à part, légendaire. Et c'est avec toujours beaucoup d'émotion que je revois ces images. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas revues d'ailleurs. Et la Route du Rhum, c'est une transatlantique en solitaire qui part de Saint-Malo et qui arrive à Pointe-à-Pitre. Qui se déroule en hiver, et qui dit hiver dit de nombreuses tempêtes. C'est ce qui a forgé la légende de cette course, des drames parfois également. Et là, cette édition a également été marquée de plusieurs tempêtes, et qui dit tempête dit aussi vagues de 6 mètres de haut. Notre bateau fait 12 mètres, des vents à plus de 40 nœuds. On voit parfois ici le Mistral souffler. On peut avoir ce genre de conditions en hiver dans l'océan Atlantique. Et clairement, qui dit solitaire aussi, dit on n'arrête pas le bateau la nuit. Donc la nuit, le bateau il continue à avancer et nous on va dormir par tranche de 20 minutes. Donc moi qui suis plutôt gros dormeur, dormir par tranche de 20 minutes c'est très difficile. Et surtout avec le stress de se dire qu'on peut percuter un objet flottant non identifié ou qu'il peut se passer plein de choses. Donc vraiment, on l'a vu dans les images, le bateau tape aussi beaucoup. Donc une ambiance sonore difficile à supporter. Donc voilà, c'est tout ça qui caractérise cette course extraordinaire et qui peut être souvent considérée comme un des Everest des mers de la course au large. L'Everest de la mer, on voit bien. Cette envie, elle s'est développée depuis très longtemps chez toi. Explique-nous comment elle s'est construite et ce que ça a représenté aussi pour toi d'y participer. Cette course, clairement, c'est la course qui m'a fait venir à la course au large. En fait, en 1994, j'avais 6 ans, j'étais fan du trimaran Primagaz de Laurent Bourgnon, qui gagne l'édition de la Route du Rhum de cette année-là. Et moi, c'était l'année des Lego. Et donc moi, je construisais plutôt des bateaux en Lego. Et c'était quelque part là le début aussi de l'aventure d'ingénieur. Et bon, mes bateaux démataient souvent parce qu'ils avançaient pas. Donc avec les voiles, le vent, finalement, ça finissait souvent par terre et en pleurs pour ma part. Mais voilà, à chaque fois, je les reconstruisais. À chaque fois, je réessayais, j'améliorais, ainsi de suite. Et c'était déjà la base de ce qui deviendra plus tard chez moi l'innovation. Merci pour ça. Ce projet, tu l'as monté pendant toute une année et il a exigé de toi beaucoup d'efforts, un véritable dépassement de toi-même. Oui, c'est des projets qui sont lourds, des projets de grande envergure qui se déroulent sur plusieurs années. Je ne sors pas de nulle part, ça fait 12 ans que je fais de la course au large, plusieurs courses comme la Transat Jacques Vabre par exemple. Et il n'y a que réellement un an et demi avant la Route du Rhum que je me suis autorisé à me dire mais en fait, moi aussi c'est possible, j'ai le bateau, j'ai les compétences et je me sentais enfin prêt d'aller faire cette Route du Rhum en solitaire. Donc ça nécessite de trouver des partenaires pour financer ces courses. On parle de quel type de financement, Mathieu, déjà ? Alors là, même si je suis sur un des budgets les plus réduits de la course au large et de cette édition Route du Rhum, on parle quand même de 250 000 € que j'ai dû trouver.
Donc c'est des budgets qui sont conséquents, avec des retombées à faire de l'autre côté importantes, parce que l'idée c'est que les partenaires puissent aussi bénéficier d'une exposition maximale. Donc c'est tout quelque part un projet entrepreneurial, c'est pas juste naviguer, faire la route du Rhum, quoi. Et puis, tu as eu plusieurs vies à gérer cette année, je crois. Oui, plusieurs. Et ma femme qui est dans la salle pourrait en témoigner. C'est vrai que c'est des projets qui sont aussi impactants fortement pour la famille. Au-delà de l'absence, là, sur cette année-là, j'ai quand même été 3 mois en mer. Au-delà de cette absence, c'est aussi tout le temps où je suis présent à la maison, mais finalement sans vraiment être là, parce que j'ai la tête dans la préparation du bateau, dans toutes ces technologies qu'il faut maîtriser pour être sûr de partir. Et puis, tu as aussi, c'était une des conditions de ton départ, parce que tu avais déjà un rôle important de chef d'équipe pour un projet chez Airbus, tu as eu aussi à assurer ton départ du côté de ton métier d'ingénieur et donc à former toute une équipe, on y reviendra plus tard. Ça a été aussi une grosse partie de ton travail cette année. Oui, complètement, parce que moi j'ai rejoint Fortil pour développer l'aéro et j'ai créé une équipe de plus d'une vingtaine de personnes maintenant, et pour qui ce projet aussi a été une source d'émulation, mais ça génère aussi du stress et des responsabilités de pouvoir partir sereinement, sachant que la maison allait bien tourner. Sur une aventure comme la route du Rhum, terminer, c'est déjà un exploit, et je crois que tu as eu, toi, un excellent classement. Oui, je finis 28e sur 55 classe 40. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon bateau sur le papier, c'est un vieux bateau, il est destiné à finir parmi les 3 derniers. Donc finir 28e, c'est juste exceptionnel. Et du coup, je gagne aussi le classement dit Vintage. Donc c'était une vraie satisfaction de le gagner encore sur cette route du Rhum. Et on verra tout à l'heure, Mathieu vous expliquera aussi comment le fait d'être ingénieur a servi son rôle de skipper et finalement qu'est-ce que ça a changé dans sa façon de se préparer et aussi de gérer sa traversée. Lionel, maintenant, je me tourne vers toi pour qu'on aborde qu'est-ce qui fait que pour une entreprise comme Fortil, on peut décider à un moment de se lancer dans une aventure comme ça avec un collaborateur, et puis finalement, comment ça a commencé pour toi et Mathieu en particulier? Alors, il y a différents aspects auxquels je dois répondre à ta question. La première chose, c'est que pour nous, il était important de savoir capter les opportunités, même quand la feuille de route n'est pas forcément très claire. Et on va le voir, c'était le cas dans le début de l'aventure de Mathieu chez Fortil. Parce que quand il est arrivé, Fortil, on est toujours en plein développement, on l'était encore plus, puisqu'on était plus petit. Et on a, comme toute société, des ambitions de nouvelles parts de marché, de nouveaux secteurs d'activité. Et à l'époque, on avait la volonté de développer localement beaucoup plus nos activités dans l'aéronautique. Mathieu a un historique dans l'aéronautique, moi aussi. Dans les rencontres, on s'est dit, banco, on va faire ça. Et on va essayer cette partie-là. Et en plus, comme Mathieu a une expertise dans le calcul, on avait un axe aussi pour, on l'espérait, trouver une brèche dans la région, dans ce secteur-là. Sauf que, donc jusque-là, tout allait bien. Et on s'est dit, parfait, on a la bonne personne, on a la bonne idée, on y va. Sauf que ce n'est pas aussi facile dans les faits. Et surtout que Mathieu avait une petite subtilité qu'il n'avait pas dit à ce moment-là, c'est que, et qui m'a dit par la suite dans les entretiens, c'est qu'il arrivait dans son porte-document avec un bateau de compétition et qu'il souhaitait le faire vivre au travers de la société aussi. Et donc là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu atypique, c'est pas un entretien de recrutement classique. Et pour autant, par la convergence des idées, par la volonté d'Olivier Rimini aussi d'avancer sur ces projets atypiques, on a su trouver des solutions. Pourquoi? Parce que ces projets hors cadre, ça nous nourrit en énergie. Et ça, c'est très important aussi. On s'investit dur tous les jours. Et ça nous porte, ça nous transporte. Et un mot qu'on utilise beaucoup dans la société, c'est le plaisir. On vit une intensité dans notre quotidien qui est assez dingue. Mais on doit y associer, et c'est nécessaire d'y associer des grands moments de plaisir, parce qu'en plus, c'est entraînant. Et ça porte les gens, et ça projette. Et donc, ça met du sens, tout simplement. Et après, la dernière étape, encore une fois, c'est, on l'a dit, on va revenir un peu après, c'est comment on monte ça d'un point de vue économique. Et là, on a fait ensemble la stratégie, qui est aussi une stratégie qu'on utilise beaucoup chez nous, c'est de faire des steps progressifs. On essaye, on fait un coup d'essai, on voit comment ça va, et si ça marche bien, on se projette sur plus loin et d'autres choses. Donc la route du Rhum, n'était pas du tout identifiée au départ.
Voilà, c'était pas ça qui était nécessairement discuté, et je pense que c'est important aussi parce que quand on regarde l'ampleur de ce projet, on peut être amené à se dire waouh, ça fait haut, la marche elle est haute, sauf qu'en fait il y en a eu plein d'autres. Une autre particularité, Mathieu, très importante de ton projet, c'est qu'on parle de transatlantique en solitaire. Ça pourrait laisser penser que le projet est solitaire, or il ne l'est pas du tout. Au contraire, tu as eu à cœur dès le départ qu'il soit extrêmement inclusif. Et en particulier, tu as souhaité lui donner une véritable valeur sociale et environnementale. Oui, mon projet s'appelle Prendre la mer, agir pour la forêt. C'est quelque chose que je développe depuis 2019. Et ce qui me tenait à cœur, c'était de valoriser la filière bois au travers de la course au large, de pouvoir communiquer et de pouvoir parler des enjeux de la forêt, de la reforestation, de la déforestation en France et du matériau bois. Et plus loin, en fait, ce qui m'attire, ce qui m'anime, c'est d'aller construire un classe 40 innovant en bois pour montrer qu'on peut mettre de plus en plus de bois dans la construction. Pour l'instant, nos bateaux sont en plastique. Et à terme, pouvoir dupliquer ce modèle de la course au large dans l'industrie nautique pour pouvoir démocratiser encore plus ce volet bois. Et l'idée, c'est de mettre du bois dans la construction, ce qu'on peut voir aussi dans le BTP, ou même ici, où on a mis de plus en plus de bois. Tu as, je crois, un invité spécial ce soir, Bertrand Iraeta, à qui tu voulais donner la parole sur justement la notion de la filière bois. Oui, ce qui me tenait à cœur, au-delà de ce projet Prendre la mer, agir pour la forêt, c'était que ça soit aussi porté par la filière. Et Bertrand représente un groupe de la filière bois, et ça a été vraiment une très belle rencontre. Bonsoir, merci. Pour raconter un peu l'histoire qui nous a unis, le groupe Rose que je représente est un groupe des Côtes d'Armor, une société familiale qui a plus de 70 ans, fondée par Michel Rose, qui au départ était fils de charron, donc il faisait des roues de charrette, et puis il faisait des bâtiments d'élevage dans les fermes. Puis le groupe a grandi pour maintenant travailler en France et en Estonie sur des produits de façade, de terrasse, de lambris, donc intérieur, extérieur. Et c'est vrai que Mathieu est venu nous voir en nous présentant son projet bateau-bois. Et ce qui a matché tout de suite, c'est que Michel Rose, notamment quand il travaillait dans les porcheries bretonnes, était toujours en train d'essayer d'inventer des systèmes, comme vous l'avez présenté tout à l'heure sur Fortil, pour se dire comment améliorer et les produits et leur fabrication. Et donc automatiquement, il y a eu un matchage entre la manière de penser de Mathieu et l'apport qu'il pourrait y avoir dans les relations de Michel Rose, qui a maintenant presque 70 ans, et lui redonner aussi des envies de projets innovants. Pour la petite anecdote, il s'est mis depuis 2-3 mois dans les Lego. Donc il construit des voitures, des bateaux, des tours Eiffel. Il a monté plus de 40 000 pièces en un mois. Donc tu vois, il est vraiment reparti dans les moteurs et toutes ces parties-là. Et finalement, on n'avait pas prévu du tout de faire la route du Rhum, alors que nous sommes bretons, des Côtes d'Armor. Et finalement, tu nous as emmenés dans ton projet, puisqu'on a commencé en étant sur ton bateau. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la navigation, mais la première course, c'est près de Marseille, c'est ça, hein? Et puis donc, voilà, on a suivi Mathieu, on a eu l'occasion, pendant la route du Rhum, de se retrouver, aussi avec les autres partenaires, ce qui était une découverte aussi pour moi personnellement, avec Planton pour l'avenir, avec Fibois, on a fait une visite de forêt. Donc, l'idée aussi, c'est de faire une animation autour du bois, de la forêt, et puis derrière, j'espère que c'est qu'une première étape, puisque là, on a renouvelé le partenariat, pour ensuite commencer ce projet de réflexion commune sur le bateau bois. Merci en tout cas de nous avoir emmenés avec toi. Merci. Merci Bertrand. Alors la filière bois, c'est aussi beaucoup ton lien avec Planton pour l'avenir. Oui, je suis également ambassadeur du fonds de dotation Planton pour l'avenir, représenté par Sabrina, qui va nous en dire 2 mots ce soir. Oui, donc c'est vrai que moi, je n'étais pas à l'origine, justement, à la rencontre. Mon prédécesseur a rencontré Mathieu et ça a tout de suite matché parce que Mathieu avait déjà des valeurs humaines très fortes et puis des convictions et un savoir, des connaissances sur la filière. Et du coup, c'est parti, pour ma part, au niveau de la route du Rhum. C'est vrai que quand on revoit ces images-là, ça donne beaucoup d'émotions, en tout cas. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut porter des messages, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit dès le départ, mais fonds de dotation, c'est vraiment mission d'intérêt général.
Et pourquoi ? Parce que, et c'est ce que tu as compris Mathieu, c'est que mer-océan, c'est vraiment puits de carbone essentiel et des écosystèmes à protéger de par justement leur pouvoir et tout ce qui est dans les enjeux essentiels en ce moment. Il y a aussi un volet de substitution à des énergies fossiles par le renouvelable, donc des énergies renouvelables ou des biosourcées. Donc on entend de plus en plus, vous savez, dans les bâtiments, de mettre du bois avec des réglementations qui poussent à ça, donc décarboner vraiment cette économie. Et puis, un élément très très important, parce qu'on pourrait se dire la forêt, puits de carbone, on la laisse comme ça, mais non, parce qu'il faut vraiment la valoriser au maximum, parce qu'elle a un pouvoir vraiment de captation du carbone qui est essentiel. Et ça, c'est une plus-value vraiment énorme. Quand on coupe un arbre, le carbone, il reste à l'intérieur. Et après, quand vous l'utilisez dans vos maisons, il restera toute sa vie dans la maison. Et on sait qu'on a quand même des références historiques de longue date de bâtiments qui tiennent le coup. Et là, normalement, dans les tendances, ça devrait encore plus justement être utilisé dans les habitats de toutes parts. Et pour ça, il faut aussi du bois en face. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment cet équilibre à chaque fois où quand on coupe un arbre, alors je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de plantations qui en résultent, hein. On veille à ça parce que cette ressource est précieuse et ça Mathieu l'a vraiment compris et c'est vraiment les messages qu'il porte très largement, bien au-delà de ce qu'on peut faire nous habituellement peut-être. Donc c'est vraiment une valorisation très importante. Alors justement, puisqu'on parle de messages, Sabrina, le type d'exposition médiatique qui est permis par cette opportunité d'une route du Rhum, comment vous l'évaluez et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Évaluer, c'est toujours compliqué, mais en tout cas, c'est concret. On a pu voir vraiment que Mathieu, alors il y a quand même beaucoup de skippers au niveau, moi je ne connais pas la voile à la base, mais en tout cas, j'adore maintenant l'univers et je constate quand même qu'il y a énormément de skippers qui ont aussi de très bons messages, mais c'est vrai que l'histoire de Mathieu est tout à fait cohérente de par ses convictions, encore une fois, et ça lui a permis de capter l'intérêt de nombreux médias. Il est paru sur BFM, sur France Inter, enfin, vraiment j'en passe, hein. Évidemment il y a toute une large liste. Et puis il faut savoir aussi que évidemment nous l'aventure ne s'arrête pas là. Il y a l'avant, l'après route du Rhum, il y a toute la continuité qu'il y a là. On travaille pour essayer de partir sur encore plus de collectifs autour de ce bateau en bois, bateau innovant en bois. Et c'est vrai que ça ça fait beaucoup pour nous et c'est très important. Merci Mathieu. Merci. Merci Sabrina. Il y a un autre sujet aussi qui me tenait à cœur parce que nos bateaux, mais encore plus quand on vient de Méditerranée, parcourent des milliers de kilomètres chaque année. C'était de pouvoir offrir quelque part ce bateau à la science, comme support à la science. Et par l'intermédiaire de notre filiale Numtech, on a créé un partenariat avec l'Ifremer pour développer un capteur et mettre en avant les sciences participatives. Et Lucie Cocampo de l'Ifremer va vous faire passer un message. Merci de me donner l'occasion d'être avec vous par message vidéo enregistré. Je m'appelle Lucie Cocampo, je travaille à l'Ifremer, l'Institut français pour la recherche et l'exploitation de la mer, et mon travail consiste à coordonner les réseaux d'observation de l'océan. À ce titre, je coordonne les actions avec les voileux, les missions Sciences et Voiles de l'Ifremer. Et c'est un réel plaisir aujourd'hui de pouvoir témoigner de notre collaboration naissante avec Mathieu Claveau. Merci Mathieu pour cette opportunité. Nous sommes très contents de nous être rencontrés grâce à la filiale Numtech de Fortil et nous sommes ravis de collaborer ensemble pour contribuer à documenter tous les enjeux climatiques qui sont associés à l'océan. Notre démarche avec Mathieu est celle de démocratiser les données de l'océan, essayer de mettre au point de nouveaux protocoles de recherche pour mettre à disposition de la communauté scientifique des données collectées à partir de solutions plutôt low-tech qu'on pourrait mettre en place sur des voiliers. À ce titre, le profil de Mathieu en tant qu'ingénieur nous est vraiment précieux et nous développons un partenariat avec une start-up qui met au point des boîtiers de collecte météorologique et les données qui ont été collectées grâce à Mathieu ont vraiment été intéressantes et sont de bon augure pour continuer à travailler sur des capteurs un peu plus expérimentés, notamment sur des profils océanographiques. Voilà, je voudrais vraiment vous dire que c'est une collaboration qui nous tient à cœur, qu'on partage les mêmes valeurs que Mathieu et je suis ravie de pouvoir travailler avec lui sur le long terme. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité et je vous souhaite une bonne journée. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Pierre Béal ce soir, donc, qui est le directeur de Numtech et qui pourra aussi répondre à vos questions sur cette partie-là du projet tout à l'heure, si vous le voulez, à la fin de la conférence.
Mathieu, tu as aussi, au-delà de ces partenariats importants, souhaité faire profiter un public encore plus large de ce bateau, de l'expérience de la voile, et tu as organisé cette année, en plus de tout ce que tu avais à faire, de nombreuses sorties en mer. Oui, au travers de notre fonds de dotation Fortil, on a souhaité mettre à disposition de ce bateau d'associations, de bénéficiaires. Et il y a notamment 2 sorties en mer qui m'ont marqué. C'était en 2020, juste après le Covid. J'ai fait naviguer les soignants de l'hôpital Nord de Marseille pour leur offrir un bol d'air après une période extrêmement difficile pour eux. Et plus récemment, j'ai fait naviguer l'association Mêlée Crampons qui met le pied à l'étrier à des jeunes défavorisés par l'intermédiaire au rugby. Et en fait, cette navigation, elle m'a vraiment marqué parce que quand je suis rentré le soir, après avoir fait naviguer une vingtaine d'enfants, et que j'ai vu mon fils de 7 ans, qui avait à peu près le même âge que ses enfants, je me suis dit, en fait, il y a quand même une vraie différence et une vraie chance d'avoir cette chance-là, de vivre dans un environnement ultra protégé, et d'autres n'ont pas cette chance-là. Et ça permet aussi de se rendre compte et de sortir un peu de sa zone de confort habituelle, et ça m'a vraiment, vraiment marqué, et c'est une sortie que je me souviens encore, et c'est vraiment plaisir de pouvoir partager aussi cette passion avec eux, même si ce n'est pas forcément tous les jours facile pour eux. Et pour avoir eu moi-même la chance de faire partie d'une de ces sorties, en plus tu t'appliques à beaucoup expliquer concrètement qu'est-ce que c'est le métier de l'ingénieur au travers de ton bateau, qui est très impressionnant parce qu'il est très équipé par rapport aux bateaux de croisière qu'on connaît. Et ça, c'est très impactant aussi. Laurent, tu voulais ajouter un mot sur tout ça? Oui, enfin insister sur l'ensemble des propos qui ont été tenus depuis quelques minutes et voir à quel point la rencontre est une fois de plus au centre de l'ensemble de ce projet. Il s'agit de créer des liens, il s'agit de permettre à des entreprises de faire connaissance, à des gens de se côtoyer, à des milieux de se rencontrer, des gens qui n'étaient pas destinés, on l'a entendu, a priori, à faire des choses ensemble et qui soudain, grâce à un élément catalyseur, trouvent une vision commune et en tout cas l'envie de partager une dose d'effort supplémentaire dans leur activité, dans leur quotidien, pour nourrir le projet, faire avancer les choses, donner la possibilité de réussir véritablement ce qui souhaite être entrepris. C'est extrêmement important car au-delà de ce projet, il en va de la réussite de tous les autres, de leur possibilité réellement de voir le jour. Donc il faut que le projet soit mené à terme avec succès, avec conviction, pour que tous les autres puissent aussi, à leur tour, nourrir ce lien, en créer de nouveaux et participer à l'épanouissement des uns et des autres à travers, on l'a dit souvent, un partage de valeurs, à travers véritablement des bienfaits qui vont très au-delà du projet initial et de l'objectif initial. Merci Laurent. Je vais maintenant me tourner vers Lionel pour qu'on parle de la mise en œuvre concrète de ce projet. Je pense que ce qui intéressera aussi beaucoup les chefs d'entreprise et responsables d'équipe qui sont avec nous ce soir, c'est finalement comment vous avez pu le construire pas à pas et quelles ont été les étapes d'engagement conditionnel de Fortil par rapport à quelque chose qui a fini par prendre finalement beaucoup d'ampleur. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été des steps progressifs. On a commencé par un engagement de base qui a été dire « Ok Mathieu, on va te donner un budget qui correspondait à la part variable de la rémunération de Mathieu abondée par Fortil, en l'occurrence 40 000 € pour faire vivre le bateau, ses opportunités pour les collaborateurs, les clients, les associations, et 20% de son temps qu'on a libéré pour mener à bien ses projets en plus de sa vie d'ingénieur. Et la contrepartie, bien sûr, c'était, on l'a dit, c'était de faire naître sur Fortil Sud-Est des activités dans l'aéronautique, savoir s'organiser autour de ça et faire ses preuves. Ça, c'est la première année. Au bout d'un an, on fait le bilan et on se rend compte qu'on a des signaux positifs, voire même très positifs, puisque ça nous a permis d'ouvrir et de développer un compte qui était absolument stratégique pour nous dans la région. Et je remercie tous ceux qui sont là ce soir au passage, qui est Airbus Hélicoptère, avec qui depuis beaucoup de choses se sont passées, se passent et se passeront, je n'en doute pas, et où on a eu des résultats forts, une première constitution d'équipe avec 12 personnes qui
portaient déjà à l'époque des projets pour Airbus Hélicoptère et qui nous ont permis à ce moment-là de regarder plus loin. Et en l'occurrence, le timing de la route du Rhum, qui était une course qui était très chère à Mathieu, était devant nous. Et pareil, on a réfléchi, on a dit on y va pas, c'est un autre engagement. Mais puis on a dit bon, il faut y aller en fait, il faut y aller. Et c'est là où on est arrivé sur l'étape d'après avec toujours un mécanisme de performance individuelle qui était abondé par la société, qui a permis de voir plus grand cette fois-ci avec un budget de 100 000 € dans l'accompagnement de Fortil, avec, on va le voir, les bénéficiaires qui sont les différentes associations et fonds de dotation. Tout simplement en fait. Très bien. Et puis, la condition sine qua non que vous aviez posée ensemble aussi, parce que la performance de nos équipes envers nos clients, c'est notre engagement numéro 1, c'était que tu partes et que ça ne se voit pas, ou presque. Difficile de ne pas voir quand tu n'es pas là, mais en tout cas, l'objectif, c'était qu'il y ait une équipe solide qui puisse prendre le relais de tes activités, notamment managériales. Et effectivement, un mot sur ça, et encore une fois, l'individuel et le collectif est très fort, c'est-à-dire que Mathieu s'en va, mais il faut que ça vive. Donc là, des équipes qui jouent le jeu, une structure chez Fortil qui joue le jeu, et là, un grand merci à eux encore une fois, et à celui qui va prendre la parole tout de suite, qui est Renaud Saumon, qui a été son client à l'époque, et qui a aussi vraiment joué le jeu avec nous, pour que tous ensemble, on rende cela possible. Donc Renaud, peut-être tu souhaites dire un mot ? Oui, alors bonsoir. Voilà, moi je suis chez Airbus Hélicoptère, effectivement, comme tu viens de le dire. Je connais Mathieu depuis quelques années. On a eu l'occasion de travailler plusieurs fois sur des projets, au sein du bureau d'études transmission mécanique, en partie calcul. Alors moi je voulais souligner en fait deux choses dans notre collaboration avec Mathieu. Il y a un premier élément, c'est les notions qu'on a pu, les notions qui sont véhiculées par le monde de la voile et que j'ai trouvé, c'est des notions et des valeurs qui sont intéressantes, qu'on va rechercher aussi dans le monde professionnel, des valeurs d'engagement, de dépassement de soi, de recherche du challenge. Et je dirais même aussi d'humilité, parce qu'en fait quand on se retrouve sur l'océan, au milieu des éléments, en fait, on atteint ses limites. C'est vite, c'est vite compliqué. Donc, on se découvre un petit peu par rapport à ça, de gestion du stress. Donc, ça, c'est des éléments, moi, qui m'ont intéressé chez Mathieu, en tout cas dans notre collaboration. C'était, je dirais, un gage de confiance quand on a travaillé ensemble. Et l'autre élément, effectivement, vous en avez parlé, donc c'est l'aspect, le côté fédérateur de l'aventure de Mathieu, qui soudait en fait cette équipe Fortil qui a travaillé chez nous. C'était vraiment, Mathieu, tu nous as fait rêver. J'ai bien vu que ça faisait rêver un petit peu les collaborateurs, même les personnes chez nous, chez Airbus Hélicoptère. Donc c'était dans les discussions, etc. On était vraiment portés par ce projet. Et effectivement, on s'est organisé autour des absences de Mathieu, parce qu'il fallait pallier du coup au moment où il n'était pas là, pendant plusieurs semaines, etc. Mais je pense qu'il y avait ce côté engagement avec Mathieu, autour de Mathieu sur ce projet-là, qui a permis justement de réussir à continuer les activités avec une certaine, on va dire, motivation et sans que ce soit perturbé. Donc ça, c'était effectivement, c'était beau et donc voilà, sur l'engouement du projet de Mathieu. Moi, je pense notamment aussi au départ de la route du Rhum, où j'ai vu qu'il y avait toute l'équipe, ou en tout cas au moins une bonne partie de l'équipe qui est montée à Saint-Malo. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est super, quoi. C'est une bonne manière de souder l'équipe. Donc voilà. En tout cas, moi j'étais très heureux à mon niveau, de pouvoir contribuer à cette belle aventure. Et je pense que ça, effectivement, ça nous a fait rêver, ça continue à nous faire rêver. Et puis j'espère que cette aventure ira encore loin. Merci beaucoup. Merci Renaud.
grâce à nos clients qui sont aussi nos partenaires et qui, on le voit ici, rendent ces choses possibles, tu as aussi préparé toute une équipe à prendre le relais, Mathieu. Oui, complètement. En fait, pour pouvoir partir, il faut aussi pouvoir s'appuyer sur des personnes relais. Et globalement, j'ai envie de dire, même si on ne doit pas partir, on devrait de plus en plus s'appuyer sur des personnes relais. Et ce projet Voile a fédéré autour, Renaud en parlait, là, de notre équipe aéro. Et en fait, sur cette équipe, en particulier sur le calcul, il y a 5 personnes qui sont passées en visibilité, en responsabilité, ce qui est réellement très important parce que globalement, en un an, c'est plutôt 3 personnes qui passent en visibilité, en responsabilité. Et là, c'est 5 personnes, et ces 5 personnes qui ont pris part au projet, mais qui ont aussi pris des responsabilités au sein d'Airbus Hélicoptère qui n'auraient peut-être pas eu si jeunes ou si rapidement dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur et qui est induit par ces projets, mais qui aussi permet de plus facilement lâcher prise et de faire grandir tous ensemble une équipe aéronautique impressionnante. Et je me rappelle bien de ces moments qu'on avait discuté ensemble et où tu prenais conscience finalement que c'était important aussi de lâcher prise sur ce que tu maîtrisais très bien et de passer le relais parce qu'il fallait te donner des moyens différents. Oui, exactement. Et c'est ce qui a permis aussi de se fixer des objectifs très hauts, de mettre les moyens en face pour pouvoir y arriver. Et ce lâcher prise a fait partie d'un des moyens. Merci bien. Je vais maintenant aborder avec Lionel un autre aspect qui est très important derrière ces étapes, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie financière du projet. On a parlé de ces sommes importantes qui sont engagées. Derrière le fait de pouvoir les engager, une préoccupation, c'est aussi de les rendre les plus utiles possibles. Donc Lionel, comment est-ce que vous avez bâti cette ingénierie financière ? Alors, elle découle du modèle de Fortil créé et mis en œuvre tous les jours par Olivier, c'est-à-dire qu'on a une politique très forte de partage de la valeur. C'est-à-dire que sur les créations de valeur qui est faite par le groupe, on souhaite en redistribuer, la partager au maximum avec les équipes. Comment ? Par une politique de valorisation individuelle significative pour les gens qui sont dans un modèle de performance élevée et qui s'incluent du coup dans ce modèle très intrapreneurial dans la société. Comment ça se passe concrètement, encore une fois, pour partager ces recettes ? C'est qu'on va discuter avec chacun de ses collaborateurs, s'ils l'acceptent bien sûr, mais de leur projet, de rentrer, et ça crée aussi de la relation, on rentre dans leur projet de vie, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui compte aujourd'hui pour eux, et pourquoi ? Parce qu'en fonction de ça, Fortil peut amener une pluralité de véhicules sur l'accompagnement qu'on va être capable d'en faire. Les aider sur un projet d'entreprise, sur un projet d'association, sur un projet immobilier, sur un projet, ou alors tout simplement sur des projets très personnels, tout autres et privés, et à ce moment-là, c'est d'autres modalités de rémunération. Pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi c'est absolument pas intrusif ? Au contraire, c'est pour aider à optimiser et faire en sorte que chaque euro versé puisse être optimisé le plus efficacement possible, tout simplement. Parce que le versement en salaire, qui peut être la chose qu'on fait habituellement sur des primes de performance, n'est pas forcément toujours le plus efficace sur un projet donné. Absolument. Vous avez aussi choisi sur ce projet particulier qui était porteur de valeurs qui le dépassaient largement, de passer par un modèle de mécénat. Oui. Dans le cadre du projet de Mathieu, le mécénat faisait énormément sens parce qu'on a très vite pris conscience que le message qui était porté par Mathieu allait bien au-delà du projet personnel de l'individu, comme on a déjà pu le voir par plein de biais différents. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance, la différence entre sponsoring et mécénat, c'est que dans le cadre du sponsoring, 1 euro dépensé est un euro en charge pour la société. Dans le cadre du mécénat, c'est une charge, mais en plus, sur lesquels il y a des mécanismes d'optimisation derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? On a offert des espaces de représentation, de communication aux fonds de dotation ici présents, aux fonds de dotation Fortil, pour leur permettre de communiquer au travers de l'accompagnement Fortil. Donc, nous, on a réduit notre partie de sponsoring au minimum et on a maximisé cette partie de mécénat tout simplement parce qu'on voulait valoriser des associations, des projets, une image bien plus que la société, puisque, comme l'a dit Olivier, la voile, c'était plus l'occasion qu'une volonté profonde. Oui, et on l'a bien vu tout à l'heure avec Sabrina sur le type de visibilité qui est donné sur le bateau à des partenaires, par exemple.
Et concrètement, absolument, et concrètement, le mécénat permet d'avoir une règle du 2 pour 1, c'est-à-dire que plutôt qu'on peut donner 2 € via du mécénat, là où on aurait pu donner qu'1 € sur du sponsoring ou sur de la rémunération. Très bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Un autre point, Laurent, que tu vas pouvoir nous commenter, c'est que finalement, un point clé de ce type de projet, c'est de pouvoir continuer à impliquer sans cesse de nouveaux acteurs et que finalement, l'événement crée par lui-même l'événement. Et tu as participé au départ de la de la course à Saint-Malo, qui n'a pas été du tout que le départ de Mathieu. Oui, c'était un moment absolument formidable. Car en fait, lorsqu'on part sur des projets comme ça qui prennent de l'envergure, lorsqu'un certain nombre de partenaires viennent, eh bien, on passe de la collaboration à la coopération. Et ce départ de la route du Rhum qui a été cité a été vraiment un moment de liesse, un moment au cours duquel il y a eu véritablement plusieurs événements qui ont vu le jour. Et parmi ces événements, la possibilité aussi de mobiliser des gens qui, jusqu'à présent, avaient été un petit peu éloignés du projet. Par exemple, certaines agences du groupe qui sont situées dans la partie ouest de la France et qui ont saisi cette opportunité pour mobiliser leurs clients, leurs collaborateurs et venir à la rencontre donc des équipes du Sud-Est. Mais c'était aussi la possibilité de faire dialoguer ensemble quelques grands comptes, comme on dit, qui ne sont pas forcément tous issus du même secteur et qui pendant 3 jours, ont pu aussi échanger des bonnes pratiques. Donc, on a tous ensemble découvert non seulement ce qu'était la voile hauturière à quelques jours du départ, mais en même temps forgé des liens forts et puis nourri des projets nouveaux qui entretiennent à la fois le projet de Mathieu, le projet de la route du Rhum, qui lui donne de la consistance et qui jette déjà des ponts, des passerelles pour de futurs projets dont certains peut-être verront le jour ici même à l'automne et bien d'autres encore. Donc retenons qu'à un moment donné, quand on y va, on y va. On continue d'investir. Évidemment, cet événement, au-delà du sportif, a coûté de l'argent, mais c'est ce qu'il faut pour lui donner aussi un impact et faire que tout le monde devient acteur de l'événement à sa place tout à fait légitime, quand bien même il n'est pas un navigateur solitaire. Il participe à la réussite de celui-ci en démontrant son adhésion. Tu as quelques photos à monter, je crois, d'ailleurs. Voilà, quelques photos du voilier, du vieux gréement, l'Étoile du Roi, qui a été le point central, donc qui a permis, je crois, à 150 clients de se retrouver dans une ambiance très sympathique, avec beaucoup de liens qui se sont créés, même au-delà de l'événement. Commentaires? Pas de commentaires. Pas de commentaires. Très bien. Finalement, donc, ce qu'on voit, c'est que ce projet a été monté pas à pas et qu'il y a plein de conséquences positives qui n'étaient pas forcément prévues au départ, qui ont émergé. Laurent, peut-être un mot là-dessus et sur justement tout ce qui a découlé de cet événement. Oui, on s'aperçoit qu'en fait, dès qu'on sort du cadre, on crée un espace tout à fait propice à la création. Et on a vu, par exemple, un certain nombre de gens imaginer le futur avec nous et vouloir s'agréger au projet qui est un objectif à moyen terme, ce fameux bateau bois. On y réfléchit beaucoup et des partenaires, des clients ont tout de suite répondu présents eux aussi, car l'idée leur intéresse parce qu'ils ont des compétences qu'ils peuvent mettre à disposition ou tout simplement parce que faire partie de l'équipe projet les intéresse, les motive, ainsi que leurs collaborateurs. Il y a eu aussi des rencontres qui ont été plus déterminantes encore du point de vue économique, certaines alliances qui ont pu se créer, certains clients qui sont devenus à leur tour des mécènes de l'association Plantons l'avenir. Donc tout ça, c'est véritablement
des conséquences, un effet domino, l'effet butterfly, qui véritablement donne à ces projets une saveur tout à fait particulière. Et il est vrai que la voile est, ça a été dit tout à l'heure, un excellent vecteur de ce point de vue-là. Peut-être que je peux ajouter aussi que ça a permis de créer des liens de confiance incroyables et qui n'étaient même pas imaginés au départ, que ce soit avec, encore une fois, des collaborateurs, des personnes internes, mais aussi et beaucoup avec des prescripteurs, des clients, des prospects, des gens qui sont devenus des clients. On a eu des retombées économiques inattendues et qui n'étaient pas, encore une fois, objectivées au départ et qui se sont avérées même supérieures aujourd'hui aux engagements qu'on a portés initialement. Donc il faut oser y aller. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que ces événements hors cadre, créés avec des émotions fortes, créent véritablement des liens qui sont très forts. Et encore une fois, merci Mathieu, et merci à tous ceux avec qui on a pu partager ça, parce que moi, je suis revenu de Saint-Malo, et encore aujourd'hui, avec un supplément d'âme de cette aventure, parce que c'était unique. Et aujourd'hui, moi, je considère cette opération comme un succès très clair, évident, à tout point de vue, et qui ne doit être amené qu'à être poursuivi ou à être reproduit. C'est une certitude. Et sur le plan de nos équipes aussi, des collaborateurs, des liens entre les collaborateurs, on le ressent beaucoup dans l'agence, et ce qui s'est créé autour de ça est très fort et a en fait initié une dynamique très puissante pour les collaborateurs. Et d'ailleurs, ils sont très nombreux ce soir de l'équipe de Mathieu à être là, et c'en est donc la démonstration. Pour compléter ce bilan, Mathieu, moi j'ai envie de te demander justement ta démarche d'ingénieur, comment elle a servi ton projet, puisqu'on n'a pas besoin d'être ingénieur pour être skipper, mais c'est ta particularité. Oui, c'est ma particularité et c'est ce qui me nourrit dans ces projets de course au large. C'est que je pense que le fait d'être ingénieur, ça permet d'avoir une vision globale du projet. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai abordé. Et que ce soit sur la préparation ou sur la stratégie de course, je ne réfléchis pas de la même manière que la plupart des skippers, je pense. Et typiquement, j'avais attaché et fait des choix en fonction du budget à une très grande fiabilisation du bateau, notamment sur l'électronique, plutôt que changer les voiles, par exemple. Et c'était, à mes yeux, le meilleur choix. Et après, sur la course, donc la course, elle a quand même essuyé 3 tempêtes que j'ai finalement passées sans souci, sans casse matérielle. Dans la stratégie, j'avais adopté une stratégie en connaissant bien mes forces et mes faiblesses. Sur le papier, sur la théorie météorologique, ce n'était pas forcément la meilleure trajectoire, mais à mon sens, au vu de l'âge de mon bateau, des voiles et de ma préparation tardive, c'était selon moi la meilleure route. Et ça s'est avéré puisqu'au final, j'ai redoublé bon nombre de skippers qui étaient par exemple partis plus nord, mais qui ont pris beaucoup plus de risques et qui en fait probablement n'avaient pas le niveau ni technique ni de préparation physique et qui ensuite ont fait des erreurs derrière. Il faut quand même rappeler qu'il y a un tiers des bateaux qui n'ont pas terminé la course. Et moi, avec un des plus petits budgets de la course, un vieux bateau, je termine 28e. Et un autre exemple qui est vraiment marquant, c'est l'arrivée en Guadeloupe, qui est très complexe à gérer, puisqu'on doit faire le tour de l'île. Donc il y a des zones sans vent, enfin, c'est la folie, ça dure une douzaine d'heures à peu près. On ne peut absolument pas dormir, puisqu'on est à côté des côtes. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'avais préparé longtemps en amont, avec l'aide d'un météorologue, avec l'aide de Pierre Béal de Numtech. Et on avait un modèle public, mais finalement assez peu, avec connaissance d'un modèle de prévision météorologique publique. Et du coup, en arrivant, j'avais mon intuition de faire un peu le grand tour de l'île. Ça s'est avéré plutôt payant, confirmé par tout ce que j'avais préparé en amont. Et il y a 2 autres bateaux qui étaient juste devant moi, qui sont allés droit là où il ne fallait pas. Et en un quart d'heure, je leur ai regagné tout ce qu'ils avaient mis pendant plusieurs jours à gagner de terrain sur moi. Et donc je finis en apothéose pour moi, et avec l'impression d'avoir finalement géré la course de bout en bout, sans accroc. J'arrive sans casse matérielle sur le bateau. C'était juste extraordinaire. Bravo. Et je trouve que c'est très intéressant la façon dont tu en parles, et on voit bien que cette réflexion finalement sur comment on rend un projet performant en général peut aussi permettre de dépasser des limites capacitaires qu'on a ou technologiques qu'on a au début et dont on hérite en fait.
Merci pour ce regard. On a une autre personne qui va nous donner un regard sur ton expérience. Tu avais la chance d'avoir un illustre parrain pour ton bateau, qui est Hugo Mola. Pour ceux qui, peut-être rares parmi vous, ne le connaissent pas, c'est l'entraîneur de référence du rugby français. Donc Hugo est à Toulouse ce soir, mais si tout va bien, il va se connecter, il se connecte, et il va vous raconter aussi sa vision de ce projet et la façon dont il l'a suivi au cours de cette année. Hugo, c'est à toi. Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, déjà ravi d'être parmi vous. Désolé, un changement de calendrier me contraint à rester sur Toulouse. Alors, un Toulousain en pays du Sud-Est, après avoir subi une lourde défaite du côté toulonnais, cher à Olivier Rémini, ça me coûte toujours de venir un peu dans le coin parce que pour le moment, j'ai pas trop de bons souvenirs, si ce n'est cette rencontre avec Fortil et avec Mathieu. Qui reste une rencontre assez particulière au-delà de toutes les analogies que l'on peut entendre dans le monde de l'entreprise et du sport, mais particulière tant son projet était différent. Comment je me retrouve à côté de vous? Il s'avère que Fortil a ouvert quelques filiales, et notamment une antenne à Toulouse qui avec un de mes anciens associés, a été repris dernièrement. Et les rencontres avec Olivier Rémini se sont succédées, et sa philosophie, sa présence, et peut-être aussi cette capacité à avoir une philosophie tellement différente du monde de l'entreprise m'a beaucoup attiré. Et c'est vrai qu'au gré de quelques conversations, il me dit il faut absolument que tu rencontres Mathieu et que tu échanges avec lui. Il part sur un projet assez particulier. Et donc, j'ai été amené à accompagner Mathieu dans cette aventure. Alors, très humblement, de terre, il m'a fait monter quelques minutes sur le bateau, et je vous avoue que je n'ai pas un super pied marin. Mais il n'empêche que j'ai vécu à distance cette fabuleuse aventure. Et surtout, cette capacité à lier performance, technologie, et cette capacité aussi à anticiper. Il est très humble, Mathieu, quand il parle de la manière dont il a préparé les choses. Je crois que toute performance sportive, mais aussi toute performance dans le monde de l'entreprise, reste quand même souvent préparée, anticipée, et avec bien sûr une part d'intuition capitale à la performance et à la haute performance. Souvent, les grands entraîneurs estiment que l'intuition fait souvent la différence entre les bonnes et les grandes équipes. Il n'empêche que l'intuition, on se rend compte qu'avec un petit peu d'analyse, c'est aussi cette capacité à analyser plus vite, ou en tout cas maîtriser les paramètres qui sont les siens, et surtout les endroits sur lesquels on a des leviers. Je crois que Mathieu l'a très bien exprimé sur son discours auparavant, quand il parle justement de cette préparation et de cette capacité à faire des choix qui l'ont porté vers une performance vraiment XXL. Moi, je me suis... même si je suis amateur de loin de ces performances sportives, je me suis quand même beaucoup intéressé à la performance de Mathieu. Et on se rend compte que cette équipe derrière, avec Fortil, et la capacité qu'ont eu cet ensemble, ce groupe, les personnes qui ont aussi assumé son passage sur cette aventure, on se rend compte que ce travail d'équipe, il est essentiel à toute performance, même individuelle. Alors moi, je viens d'un monde où le sport co est porté bien évidemment différemment, mais il n'empêche qu'on retrouve beaucoup d'analogies. Et en tout cas, je sais que à la fois Mathieu et Olivier font preuve de beaucoup d'humilité et prennent beaucoup de distance avec tout ça, mais je crois qu'ils ont réalisé une performance assez incroyable. Et Mathieu reste, en tout cas pour le sportif que j'essaie d'être encore avec au quotidien mon équipe, il reste un exemple, et c'est une aventure qui reste marquante, en tout cas dans mon humble accompagnement. Merci beaucoup Hugo, merci de t'être libéré. Merci à vous et merci de me Et Hugo a raison, la préparation, on te l'a vu effectuer sur tous les plans, le plan sportif, mais aussi le plan de l'équipe, et ton engagement a été extrêmement fort toute l'année. Et je crois que c'est ce qui a aussi fait qu'on t'a fait confiance sur des étapes de plus en plus importantes, parce que finalement, tu as toujours donné confiance au système. Ce projet qui a été un projet phare pour nous en 2022, et c'est vrai qu'il a pris beaucoup de lumière chez Fortil, pour autant n'est pas le seul, et on a beaucoup de porteurs de projets déjà aujourd'hui, et on espère à l'issue de cette soirée encore plus, qui font vivre leurs envies, leurs passions, et qui contribuent aussi à construire la société d'une autre façon, à créer des liens avec le monde extérieur,
à proposer une expérience différente à nos collaborateurs. Ces projets, on voulait vous les partager en conclusion pour que vous puissiez vous rendre compte comment ces initiatives peuvent être portées largement avec des niveaux d'envergure très différents. Donc la route du Rhum, ça peut être impressionnant. Non, collaborateurs que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas tous obligés de faire la route du Rhum. Il y a des choses qui peuvent sembler de moins grande envergure et qui pour autant ont énormément de valeur. D'abord pour le porteur de projet et bien sûr pour son environnement. Laurent, tu vas nous en présenter 2 qui sont caractéristiques et ensuite nous ferons intervenir un dernier invité surprise. Par exemple, alors là on avait les pieds dans l'eau, là maintenant on va partir en l'air, tous en l'air, et c'est Vicky Bola, un ingénieur en BI qui porte ce projet chez Fortil. Il est passionné d'aéronautique, on boucle la boucle, et en fait il est venu nous voir pour nous dire que voler tout seul, c'était intéressant, il progressait, il se formait, mais voler avec d'autres, c'était encore mieux. Et depuis quelque temps, on travaille avec lui sur comment à la fois acculturer un certain nombre de gens des équipes au milieu aéronautique en présentant les caractéristiques de ces avions légers, ces avions de tourisme, en expliquant quelques rudiments qui conditionnent la bonne utilisation et la pratique du vol privé. Et pour ça, eh bien, il a mis au point un tour tout à fait particulier. Et ce tour de la région, c'est aussi la possibilité pour des gens eh bien, de découvrir un petit peu mieux là où ils vivent, leur environnement. Donc on progresse, on affine le projet. Celui-ci aussi va monter en puissance au fil du temps, en même temps que lui s'affirme dans ses compétences d'ingénieur au sein de l'équipe Fortil. Et là-dessus, peut-être un mot, Lionel. Donc, ton choix pour cofinancer ce projet avec Vicky, c'est à la fois de lui permettre de continuer à acquérir des heures de vol et aussi de proposer une expérience particulière aux autres collaborateurs de l'agence. Absolument. Et là aussi, on l'a fait bien plus largement que les collaborateurs de l'agence. Ça bénéficie aussi, encore une fois, à des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de monter dans un avion, de voir cette région qui est quand même magnifique, mais d'un œil totalement différent. Et donc, de faire rêver, parce que c'est aussi ça. Et c'est une autre très belle expression pour moi du partage de la valeur. En fait, il faut que ça bénéficie tout en lui rendant service, puisqu'en plus, il s'aguerrit au travers de cette expérience-là. Sur une thématique très différente, Laurent, il y a un autre projet qui existe chez Fortil depuis cette fois-ci très longtemps. Oui, c'est un projet extrêmement emblématique et qui revêt un caractère tout à fait différent des projets qui ont été précédemment évoqués. Il s'agit là d'aller au plus proche de la vie communale, de la vie dans un village. Et l'un des collaborateurs d'origine, Guillaume Frendo, qui participe depuis de très nombreuses années au développement de Fortil dans la région, a associé sa famille et puis bon nombre de gens de ce village à ce café qui aujourd'hui est véritablement un des points centraux de la vie communale. Et là, tout le monde va apporter un petit peu ses compétences, son expérience. Alors, c'est un projet très mouvant qui évolue au fil des années, puisqu'en fait, il dépend beaucoup de celles et ceux qui s'y impliquent, qui donnent de leur temps. Et il est important, par exemple, de voir qu'au-delà du partage de langues étrangères, de pratiques sportives ou autres, on est désormais arrivé dans des applications, j'allais dire, très solidaires, avec la mise en place d'un écosystème à destination des familles aux revenus les plus faibles dans ce village et qui vont bénéficier de paniers bio faits par des maraîchers locaux. Donc encore une fois, on essaie de s'implanter le plus proche possible des gens, donner du sens en redistribuant la valeur dont Lionel parlait à l'instant. Le dernier projet en date du café associatif, parce que comme tu l'as dit, il se développe dans plein de sens, c'était aussi de participer à la diffusion d'un livre qui a été écrit par l'épouse de Guillaume. Absolument. Parmi les différents sous-projets qui ont vu le jour pendant la période Covid, un livre à destination des enfants a été conçu, rédigé, édité
Il s'agit de pouvoir mettre des mots à travers des images sur ces émotions enfantines qui sont parfois sujets de cristallisation, de crispation entre les générations. Et ce projet, eh bien, en tant que tel, déjà va plus loin, puisque la CAF du Var a trouvé le sujet extrêmement intéressant, ainsi qu'un certain nombre d'enseignants. Quelques psychologues, psychomotriciens se sont aussi joints à la démarche, et désormais il y a la modélisation d'un atelier qui est en route, et là on peut penser qu'on sera capable probablement de porter cet atelier de partout en France dans quelques temps. Donc c'est absolument exemplaire de voir comment, dès lors que l'on anime, dès lors que l'on coopère, on est capable de transcender l'objet initial du projet pour en faire quelque chose de plus grand, de plus magnifique, et qui profite encore à de gens plus nombreux. Merci pour ces deux illustrations complémentaires. Pour terminer peut-être ces témoignages, je vais proposer à François Trinduc de prendre la parole, il va se préparer pendant que j'introduis le sujet. Donc, faire de la place aussi pour les envies et les projets de nos collaborateurs, c'est aussi pouvoir intégrer des gens dans l'entreprise qui ont des parcours différents, atypiques. Fortil se retrouve beaucoup dans les valeurs du rugby, vous l'avez compris, on en a parlé à plusieurs reprises, et de façon générale dans les valeurs portées par beaucoup de sports. Nous avons intégré sur ces dernières années de nombreux sportifs de haut niveau avec énormément de succès. Donc François est un des plus connus. Il est venu aussi pour développer l'agence de Montpellier. Donc aujourd'hui, il est dirigeant de l'agence de Montpellier. Et il a pris le temps, sur sa dernière année en tant que sportif de haut niveau professionnel, de s'acculturer et d'apprendre un nouveau métier au contact de plusieurs de nos agences. Et aujourd'hui, il va vous faire part de son expérience et de comment ce monde d'avant sert aussi l'entreprise et l'aide à se développer en lien avec le monde extérieur. Merci, bonsoir à tous. Ravi d'être présent. Je voulais renouveler mes félicitations pour cette très belle aventure de Mathieu. Donc moi, oui, effectivement, je suis François Trinduc. J'ai rejoint Fortil il y a 3 ans maintenant, grâce à une rencontre avec Olivier, grâce à Damien Delmonte, un ami en commun, qui est responsable du pôle immobilier. Et donc, j'ai appris le métier dans les agences parisiennes, bordelaises, à la suite, pendant ma carrière, en fait, pendant mon temps libre. Et donc, voilà, Olivier m'a donné la chance et la possibilité de relever le challenge de monter une agence à Montpellier, chez moi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est mon challenge qui m'anime, c'est la performance, le plaisir. Donc on parle beaucoup d'humain, c'est vrai que c'est le dénominateur commun un peu, c'est l'humain au centre du projet. Donc je retrouve beaucoup de ces valeurs chez Fortil. Effectivement, elles sont marquées sur un PowerPoint ou sur un site internet, mais de pouvoir avoir cette faculté d'être associé, d'être force de proposition, d'être financièrement indépendant, c'est une vraie chance, parce que je pilote mon agence à Montpellier comme un vrai chef d'entreprise, comme si c'était mon entreprise. J'ai forcément des objectifs à respecter en fin d'année, mais voilà, mon plan d'action, c'est moi qui le guide. Donc très content d'être ici. Au quotidien, effectivement, mon passif de sportif de haut niveau m'aide par rapport à l'échec, de ne pas baisser la tête. Nous, on avait des matchs tous les week-ends. Là, on a des rendez-vous, des qualifs, des rendez-vous avec les clients. Et donc, des fois, ça se passe bien, des fois, ça ne se passe pas bien. Mais si on arrive à garder la rigueur et la motivation au top, forcément, on arrivera à des résultats. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai une saison 2023 qui s'annonce pleine. Donc, voilà, j'espère pouvoir rendre la confiance qui m'a été accordée. Merci François. Et là où la présence de gens comme François est aussi très importante pour nous, c'est que tout comme Mathieu, son expérience d'avant est très fédératrice et nous permet de ne pas nous isoler dans une vision qui pourrait être une vision d'entreprise unique, où des fois on est un peu trop dans notre quant à soi parce qu'on a tous les mêmes parcours. Donc permettre à des gens comme François aussi de nous rejoindre, c'est aussi permettre à tout un tas de gens, d'ingénieurs, de techniciens qui peuvent avoir d'autres envies aussi pour pouvoir finalement s'associer à une entreprise et décider d'y faire leur carrière, qui ne sont pas que l'objet même de l'entreprise, mais aussi comment on la gère, qu'est-ce qu'on y met, quelles sont les valeurs qui nous unissent au travers de ça.
Merci à tous pour vos témoignages. Pour la conclusion, je vais vous proposer à Olivier de nous rejoindre ici. Et puis, tu auras peut-être, Olivier, envie de nous dire un mot par rapport à ce que tu as vu et vécu là ce soir. Ensuite, on va vous laisser la parole. On a le temps, puisque nous avons presque magiquement fini avec 1 minute d'avance. On est très fiers. Je crois que c'est l'essence aussi de la nôtre de préparation. Donc, on sera très content de pouvoir prendre vos questions. À la fois sur le projet de Mathieu, si vous en avez envie, mais aussi des questions que vous pourriez avoir pour Sabrina ou pour d'autres partenaires sur les initiatives qu'ils mènent. Merci beaucoup pour cette organisation. C'était vraiment un véritable plaisir. Vraiment, il y avait du rythme et puis il y avait vraiment de la qualité qui était très impressionnante dans les gens connus et moins connus. Juste, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Hein. J'ai noté ce qu'a dit Sabrina et il y avait un élément qui m'a marqué, parce que j'ai 2 éléments en conclusion. Le premier, c'est le contenu, donc je préférerais être sur France Inter que sur BFM, ça clairement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis le deuxième mot par rapport à ce qu'a présenté Lionel, c'est un peu l'aspect du temps et de la responsabilité. Il a présenté des modèles économiques, en fait, par notamment, on peut dire, des optimisations fiscales. Et dans le temps, il y a le court terme, il y a le moyen terme et il y a le long terme. Le moyen terme, une optimisation fiscale, c'est effectivement la possibilité de donner en restant équitable avec d'autres, c'est-à-dire avec tous les éléments de l'entreprise, de donner un peu plus. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, et ça c'est fondamental, c'est que celui qui investit avec nous, c'est l'État. Et pour 2 tiers. Et donc ça nous donne une responsabilité fondamentale, c'est que derrière, ce qui doit être fait, doit être redonné à ceux qui ont investi, c'est-à-dire pour 2 tiers, la population qui paye des impôts. Et ça, c'est un élément qui est fondamental, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de grossir, on a engagé des choses, et on a engagé l'État avec nous aussi, puisqu'il a participé aussi au même titre, et on a besoin encore plus de vous, encore plus de monde qui viennent pour pouvoir partager ces projets et partager cette vision-là. Donc je vous encourage à nous rejoindre, quelle que soit la forme, en tant que client. Merci beaucoup, hein. Vraiment, cette semaine, on a eu Catalent, vraiment à Limoges, qui nous a fait une novation sur Internet qui était émouvante. Et aujourd'hui, sur Airbus Hélicoptère, c'est vraiment génial. Il y a une espèce d'osmose qui est en train de se créer. Fortil, c'est pas une entreprise, hein, c'est un terreau. Voilà, c'est pas Olivier Rémini, c'est pas tous ces gens-là. Il y avait le projet de Guillaume Frendo. Et peut-être juste pour compléter pour ce qui a été dit, parce que c'est pas un projet communal. Il a commencé dans sa commune, mais aujourd'hui, c'est plus de 40 communes qui viennent dans son association. C'est plus de 500 femmes qui ont eu des problématiques de maternité qui viennent comme une référence dans le 83, dans l'Ovar. Et ça, Guillaume Frendo, c'est un exemple qui est magique pour moi. Parce qu'effectivement, l'aide publique, effectivement, on a donné du don, mais l'aide publique a aidé puisqu'on a eu du fiscal derrière. Mais la CAF, elle a dit, mais c'est pour 1 euro donné, vous l'avez transformé par rapport à nos ratios à nous, en 200 € sur des consultations qui n'étaient pas possibles en termes de temps pour des gens. Et ça, on a besoin tous ensemble de le continuer. Et je compte sur vous. Vous êtes bienvenus, clients, partenaires, collaborateurs, sous-traitants, en tout cas pour nous rejoindre et pour discuter de vos projets, de nos projets et des projets qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup à tous. Merci. Donc maintenant, si certains d'entre vous ont des questions, profitez-en, mais aussi pour certaines entreprises qui sont là, si vous avez envie d'en profiter pour apporter vous aussi vos témoignages sur des initiatives que vous menez ou que vous avez envie de mener, c'est aussi tout à fait le lieu pour ça. Donc nous vous écoutons. Alors Benjamin a un micro et il se rapproche de vous si vous voulez vous lever, si vous avez une question ou un commentaire. Christine Anne Chevry, donc moi j'ai une question pour Mathieu. Ton bateau projet bois, tu le vois en combien de temps? Enfin voilà, tu nous dis un petit peu le timing de ça. Alors, le timing, il est serré. Déjà, en termes de construction, ça va prendre à peu près 1 an et demi. Et l'idée, ce que je veux en faire aussi, c'est de faire une grande part de R&D sur ce bateau bois. Mais y aller aussi par petits pas. Quand je me suis retrouvé au milieu des tempêtes et je me suis dit, mais est-ce que je suis capable d'y aller avec un bateau, avec un process complètement nouveau? Moi, je me suis dit que c'était peut-être un peu dangereux, quoi. Mais donc, c'est de faire un premier step
innovant, certes, mais faire un premier step et continuer et se servir en fait de cette course au large, de cette visibilité pour continuer le volet R&D en parallèle et notamment sur le process de fabrication. Et ensuite, pourquoi pas faire un second proto plus tard ou le dupliquer dans l'industrie nautique. Mais y aller, traverser l'Atlantique avec un bateau classe 40 de A à Z construit avec un nouveau process, ça me paraît un peu dangereux, quoi. Enfin, Merci pour cette question. Mais donc Loïc Fournier-Foch, société Timouille, on fait des régates et on s'est connu, Mathieu, à l'occasion d'une régate des voiles de l'aéronautique. Mathieu, ce bateau bois, je reviens un peu là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez ambitieux. Comment est-ce que tu peux... quelles sont les idées que tu as de développement d'un bateau en bois qui peut prétendre être innovant sur des courses au large? Est-ce que c'est quelque chose de très nouveau ou est-ce qu'au contraire c'est de la fabrication de bateaux bois classiques? Quelles sont tes idées autour de ça? Parce que je trouve que c'est très courageux et c'est très intéressant. Mais en fait, effectivement, on sait construire des bateaux bois en contreplaqué notamment. Pour autant, ça ne prend pas suffisamment bien à mon goût dans l'industrie nautique. Donc il y a probablement un souci de process, en fait, que le bateau plastique est quand même beaucoup plus simple à produire dans la grande série. Nous, on sera probablement légèrement plus lourd. Mais ce qui me tient à cœur, c'est que je ne vais pas gagner la route du Rhum avec un bateau bois. Et ce n'est pas la question. Le bateau sera probablement 200 kg, 300 kg plus lourd sur un bateau qui fait 4 tonnes 5. Mais ce qui m'importe, c'est de communiquer et de montrer en fait que la performance en soi, elle n'a plus lieu d'être en tant que telle, mais qu'il va falloir aussi intégrer la performance environnementale. Et déjà, ce que je disais tout à l'heure, de faire un bateau, l'idée, c'est pas de faire un bateau uniquement en bois, comme on le voit sur les bâtiments, mais c'est de mettre du bois dans la construction. Donc par exemple, tout bêtement, mais sur le bois qu'on travaille très bien en unidirectionnel. Partout où il y a des efforts, où il y a de l'unidirectionnel sur des renforts de structure, déjà, on peut très facilement intégrer du bois. Donc ça nécessite, notamment d'un point de vue chantier, des compétences qui pour l'instant ne sont pas forcément existantes. C'est avoir des chantiers, c'est pour ça qu'une des solutions, ça sera peut-être de créer notre propre chantier, c'est de mixer à la fois le composite haute technologie et le bois. Pour l'instant, on a un peu soit l'un, soit l'autre. Donc il y a déjà cette idée-là, et il y a aussi des idées sur le process. Et ça, c'est mon esprit et le volet aussi robotique qu'on a chez Fortil, c'est de voir comment on pourrait robotiser le process d'un bateau bois. Donc là, j'ai pas mal d'idées inspirées des instruments de musique, mais c'est là aussi, ça passera par un prototype à l'échelle plus petite sur des bateaux type dériveur ou autre, parce que je ne me sens pas du tout d'aller, ça c'est mon côté responsable, mais d'aller traverser l'Atlantique avec un bateau fait avec ce nouveau process, et également pour mes partenaires, parce que ça serait très risqué d'y aller avec un bateau comme ça, mais pour autant, le faire sur des prototypes intermédiaires, et mixer, pourquoi pas, de la fibre de lin ou autre. Enfin voilà, c'est vraiment se poser, partir d'une feuille blanche. Quelque part, on a le temps sans avoir le temps, parce que moi j'ai envie quand même de montrer que c'est faisable. C'est plutôt voilà, d'y aller par petits pas, même si le premier pas il va être quand même assez grand, quoi. Oui, rappelons aussi que l'univers de la course au large s'organise de plus en plus face à ces enjeux sociétaux. Il faut décarboner. Or, on sait que les bateaux les plus performants sont de ce point de vue-là tout à fait perfectibles. Donc, il y a des tas de réflexions qui sont actuellement menées sur les bateaux, mais aussi sur la façon dont les teams sont gérés, c'est-à-dire les projets, un petit peu ce qu'on a longuement évoqué ce soir, et s'engager dans cette direction de vouloir aller vers un bateau bois, c'est aussi apporter sa contribution, peut-être de manière mutualisée avec d'autres coureurs. On a eu écho à Saint-Malo de gens qui réfléchissaient aussi à cela. Donc c'est aussi prendre en considération dès aujourd'hui ce qui nous engage tous demain, et c'est se mettre aussi sur ce projet totalement aligné avec les valeurs de la marque Fortil. Vous avez vu sa signature. Donc on doit avancer de manière alignée, cohérente, et pourquoi pas avec d'autres sur, comme vous le disiez, monsieur, sur un sujet qui est extrêmement vaste
et pour lesquels les solutions possibles sont nombreuses. En plus, toute la filière va être mobilisée, en tout cas, c'est l'un de nos enjeux, d'arriver à avoir plusieurs partenaires qui pourraient être partie prenante sur ce projet, dont des ingénieurs Fortil aussi. D'autres questions ou partages que vous souhaitez faire? Peut-être le temps qu'une autre question arrive, on a une très belle place pour tous vous voir et en vous voyant et en parlant de tous ces talents qui cohabitent avec nous au quotidien. Là, on a parlé de François, on a parlé de Mathieu, qui sont rodés à l'exercice de leur art. Mais je vois, et je voudrais le saluer au passage, Romain qui est là au fond de la salle et qui est un jeune élève, jeune Insanien, pardon, qui nous rejoint, qui rentre dans les effectifs Fortil, donc très jeune, et qui se présente cet été aux Jeux Olympiques sur du windfoil. Donc c'est à tout niveau et à tout niveau d'expérience qu'on est heureux et ravis d'accueillir des gens d'exception. Donc tu vas constituer une équipe de sportifs de haut niveau. Mais pas que. Il faut compenser mon excellence dans le sport. C'est ça, c'est un équilibre. Je vais peut-être proposer à Sabrina de clôturer cette soirée. Donc Sabrina, pour ceux d'entre nous qui sommes intéressés par la durabilité des forêts, quels sont vos projets phares cette année? Comment on vous suit? Comment on s'associe à vos initiatives? Donc parmi nos projets phares, alors ils sont vraiment très larges. Hein. Je vous disais, on a 3 axes, donc on intervient à tout niveau. Et puis il y a vraiment de belles propositions qui nous arrivent. La base de Plantons pour l'avenir, par définition, c'est de planter, donc de reboiser. Et puis, de par les attentes sociétales et puis tout ce qui est venu en face, on a donc développé les 2 autres axes. Surtout le deuxième qui est de sensibiliser, je vous disais, parce que vraiment, on a besoin de dialoguer encore plus. Alors, il y a des démarches qui se font par des livres auprès des élèves. Il y a vraiment tout plein des sorties en forêt. Hein. Ça, Mathieu a pu en faire avec nous, parce que je vous disais, il y a un avant-après. Il y a aussi eu des avants avec des sorties en forêt, etc. Donc ça, on va continuer d'ailleurs. Hein. On va te mobiliser encore pas mal. Mais on a aussi, avec Mathieu, encore une fois, il y a, je vous dis, hein, plein d'autres projets. Et ça, je pourrais vous en parler tout à l'heure, évidemment. Mais aussi, on a un site internet qui met en valeur, parce qu'on se doit aussi, hein, comme le disait monsieur Rémini, de valoriser vraiment tout ce qui est fait, parce qu'on a une mission d'intérêt général, donc on est accompagné, et on se doit aussi de vulgariser tout ce qui est fait. Donc tous nos projets d'innovation accompagnés sont partagés, c'est pas du privé, hein, c'est vraiment diffusé largement pour que ça bénéficie à tout le monde. Et je reviens à Mathieu, c'est vrai que cette année, hein, il y a une course retour aussi pour toi, parce que tu as eu l'ambition de revenir aussi, plutôt qu'en cargo, tu le fais vraiment sur le bateau, et tu amèneras du monde, je crois, avec toi, pas moi, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, on sera présent déjà à cette course. Et puis, on va continuer à aller justement sur ce vrai projet qui a, encore une fois, hein, on vous le disait, toute sa cohérence. Et on espère vraiment qu'il sera mené à bien. Mais moi, j'aimerais juste rajouter aussi, c'est que toutes ces sorties en forêt, moi, ça m'a vraiment... J'ai grandi dans les Cévennes, donc entouré de forêts de châtaigniers, qui sont pour la plupart d'ailleurs malades. Le fait de pouvoir aller voir notamment des forêts dans la Montagne Noire ou pas loin de Saint-Malo, où là aussi il y avait des châtaigniers qui n'avaient pas du tout la même morphologie en fait que mes châtaigniers dans les Cévennes. C'est très instructif et je pense que ça aide aussi à nous reconnecter plus avec la nature. Moi, je traverse les océans sur un voilier. La course retour a lieu le 1er avril et arrivera à La Rochelle avec une escale aux Açores. Pouvoir se reconnecter à la nature, que ce soit en forêt ou que ce soit en mer, c'est quand même essentiel. Et souvent, pour trouver la source d'inspiration ou d'innovation, une balade en forêt peut être plus qu'appréciable. C'est certain. Sabrina, oui. C'est vrai que c'est l'occasion aussi de dire que nous, au niveau du fonds, c'est vrai qu'on a beaucoup de professionnels aussi qui s'impliquent beaucoup. Quand on fait des sorties en forêt, on a à chaque fois des techniciens qui prennent de leur temps pour vraiment expliquer. Et il n'y a pas longtemps, c'est vrai que j'en avais sollicité un où je me suis dit, bon allez, je te demande, mais vraiment pas longtemps, je suis désolée, tu n'as pas que ça à faire. Et parce que c'était encore une fois, il m'a dit, non mais si tu me sollicites pour une demi-heure, moi je te dis non. Parce que ça ne l'intéresse pas en fait. Lui, il veut passer l'après-midi avec les gens pour vraiment faire passer ses messages et faire que ces gens seront ambassadeurs par la suite. Et ça, c'est vraiment une mobilisation à la fois de nos mécènes, et ça, je pense qu'une fois qu'on est ensemble, et nous, on l'a vu hein, avec tous les monsieur du groupe Rose de Bertrand, alors je n'ai même plus le nom de famille tellement
Voilà, c'est très Bertrand. Voilà, on a vraiment ce côté collectif, et voilà, côté collectif vraiment sur les messages forts que l'on porte, et puis évidemment sur ce collectif que tu as réussi à créer par plein de personnes qui ne se connaissaient pas forcément au départ. Voilà. Merci Sabrina. Donc, en tant que particulier, je crois qu'on peut participer à vos actions, donc on peut en financer une partie au travers de votre site web. Et pour qu'on se rappelle de toi, tu es venu avec une petite surprise pour les participants, je crois, qui est derrière toi d'ailleurs. Vous avez donc des plans. Alors c'est vrai que j'ai découvert les plans que nous avions et je ne les voyais pas souvent comme ça, parce que c'est vrai que c'est moi à cette période qu'on a des événements. Alors vous avez les chênes lièges qui sont ici, qui ont leurs feuilles, mais d'autres qui sont à d'autres endroits. Alors ne vous inquiétez pas, ils n'ont plus de feuilles, mais c'est normal, c'est de saison, on ne va pas les inventer à cette période-là. Donc ils sont à l'extérieur. Vous avez des pentédas aussi en résineux. Donc voilà, ce sera avec plaisir. Et les chênes, donc ceux qui n'ont plus les feuilles, je crois que c'est les chênes pédonculiers. Des plants à planter sur son balcon, dans son jardin ou à offrir. On va éviter quand même. Il faut quand même un peu de surface. On compte sur vous pour les bichonner et leur donner de l'espace, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai qu'il faut que ce soit quand même, nos messages soient cohérents jusqu'au bout. Donc c'est vrai que par ces démarches de plantation, vous avez de très bonnes idées, franchement. On va pas vous en confier. Hein. Non, mais par ces actes de plantation, c'est tous les messages qu'on veut aussi indiquer autour. Hein. Souvent, c'est vrai que voilà, là, vous avez eu quand même pas mal de messages passés. Et c'est vrai que c'est ce qu'on veille à chaque fois à faire, c'est que voilà, il y a un acte et derrière tout ça, il y a vraiment un engagement pour le climat notamment et plein d'autres choses. Merci. Donc on va remercier toutes les personnes qui étaient connectées à distance. Pour ceux d'entre vous qui êtes là, on va pouvoir continuer les échanges autour d'un verre. Lionel, ça se passe où? D'un verre et bien plus. On a de quoi se remplir un peu l'estomac aussi. On a les arbres qui sont à votre disposition. Il y a des livres de la Possetine qui sont à votre disposition aussi. Et puis tous les collaborateurs Fortil ici présents pour échanger avec vous sur les sujets qui vous plairaient. On est là pour vous. Merci à tous. Merci.